D'abord, je voudrais faire référence à un mot que vous avez prononcé, Awadia, Madame Awadia, c'est la question d'enchage. Je pense que dans cette affaire, la question d'enchage, c'est pas quelque chose périphérique. Je pense que c'est au centre. La promesse du sang. Dans des régimes, par exemple, on pense que la torture, c'est quelque chose périphérique. Non, c'est au centre des dispositifs. Et je pense que la question d'enchage, c'est la promesse qu'on fait de l'engagement. Tu t'engages, tu vas avoir du sang pour toi. Donc, Sabine a bien montré dans les livres que faire tomber les têtes, et des choses comme ça, la vengeance et tout ça, ça excite à un tel point. Et ça, on peut comprendre. Parce que si on élimine la tendresse, on élimine l'amour, on élimine l'érotisme, nous avons une seule composante qui prend toute la place, et c'est la place d'exutoire, c'est la jouissance du sang. Ça veut dire qu'il n'y a plus compensation entre amour et haine, entre érotisme et agressivité. Donc on rabaisse tout, on déclare la guerre totale et on a les royaumes de la violence. Dans le lanchage, vous avez dit, pour moi, une place centrale dans cette affaire. La deuxième chose que je voudrais avancer, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose que j'entends. Si on n'est pas attentif, on détruit les témoignages. Ça veut dire que les témoins exigent de moi que je sois concerné par quelque chose. Et concerné par quelque chose n'est pas sortir faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Je dois être pénétré, travaillé par les témoignages. Si je suis trop rapide ou très rapide dans la question des témoignages, je tombe dans le piège immédiat, que c'est instaurer une espèce de régime de fonctionnement où les témoignages n'enchaînent pas une espèce de solidarité humaine, que je veux prolonger l'enquête, je veux prolonger mon concernement, je veux prolonger ma participation dans certaine affaire, mais je pars dans la solution de facilité qui est érigée la suspicion. Et on sait très bien que la suspicion, la rumeur, il n'y a pas de sortie. Après qu'on commence la suspicion, après qu'on commence la rumeur, il faut laisser aller jusqu'au bout et après faire le comptage des morts. Donc, c'est la deuxième chose que je voudrais vous dire. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec les victimes. Dans cette affaire de promettre que le trauma vient de l'extérieur, donc la guérison vient aussi de l'extérieur, excusez-moi, je ne voudrais pas me laisser entraîner par l'enthousiasme. Mais je suppose que c'est à la limite, vous savez, bêtise d'un côté, cruauté de l'autre. Je promets à la victime qu'elle va être guérie par l'extérieur. Immédiatement, je suis en train de faire une promesse vaine, j'abandonne la victime et je pars à toute autre chose. Qu'est-ce qu'on fait après la victime? La victime a été victime. J'ai subi un trauma. Nous tous subissons des traumas. Si on suit Ferenczi, par exemple, il dit que la transmission entre générations, c'est la transmission des traumas non résolus à chaque génération. Nous héritons des traumas. Les traumas viennent de l'extérieur. Oui, il n'y a aucune discussion là-dessus. Attendre que la guérison, la construction de ma vie va dépendre de l'extérieur, c'est perdre ma vie. Donc une chose, c'est de recevoir la victime et comment je suis concerné dans la construction de quelqu'un blessé. Il y a quelqu'un blessé, quelqu'un qui peut mourir. Si je promets à cette personne qu'elle attende 5 minutes, disons que la justice va très vite.
5 minutes après, vient la justice. Disons que la justice vient immédiatement. C'est trop tard déjà. Parce que quelqu'un a déjà été blessé. Qu'est-ce que j'ai fait avec la blessure, le trauma que quelqu'un a subi? Donc, je suis concerné par les témoignages de quelqu'un, j'y crois au témoignage de quelqu'un, je suis concerné dans la solidarité, dans l'hospitalité, pour, je ne sais pas si même c'est pour aider, mais simplement pour donner une chance à que ces mondes internes, à que ce monde de la personne puisse se construire après la destruction. Parce que si je demande à quelqu'un attendre le paiement de la destruction, quelqu'un peut perdre sa vie. Et donc je pense que dans cette vision, disons que, et je crois que vous avez, je lis chez vous dans un article, je ne sais pas exactement lequel, vous avez dit qu'il y a des psys qui recommandent, qui disent quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre écrit, qui a été tant que vous n'avez pas obtenu justice, vous ne vous en sortirez pas. Je ne sais pas si nous sommes entre médecins, je pense que vous êtes médecin. Je pense que c'est la iatrogénie. C'est la production de la maladie par les médecins. Donc, il faut sortir de cette bonté, entre guillemets, et par la bonté, entre guillemets, oublier, parce qu'après que j'ai promis quelque chose à quelqu'un, moi, je vais très, très bien tranquille dans ma vie. Mais qu'est-ce qui fait celle qui a abandonné à sa blessure abandonnée, sans aide possible, sans guérison possible, sauf si, et qui ne va arriver jamais. C'est totalement très important avec ce qui vient d'être dit, parce que c'est une pression extraordinaire sur les épaules des magistrats, que ce soit des magistrats instructeurs ou les juges du siège. On voit parfois des pressions inouïes pour éviter un acquittement. Il y a une affaire qu'on peut citer, puisqu'elle est définitivement close, elle a été révisée, c'est l'affaire de Christian Iacono, qui était maire de Vence, député, qui a été accusé par son petit-fils d'avoir été victime d'inceste, enfin d'avoir été auteur, lui, d'inceste sur la personne de son petit-fils, dans une scission familiale absolument extraordinaire entre 3 générations. Au procès en première instance, il y avait, je crois, Éric Dupond-Moretti à la défense, et Christian Iacono était condamné à la peine de 9 ans d'emprisonnement. Arrive le procès, je crois que c'était à la cour d'assises de Nice, où l'expert psychologue ose dire, sans que personne ne moufte, Gabriel ne pourra pas se reconstruire, c'est le terme, hein, c'est pas le mien, j'emploie pas ce vocabulaire, ne pourra pas se reconstruire tant qu'il n'aura pas été reconnu comme victime. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit reconnu comme victime? Ça veut dire que son grand-père est condamné, parce qu'on ne peut pas être victime avec un acquittement. De fait, le grand-père est condamné. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais je dis que les avocats de la défense auraient dû bondir devant des âneries pareilles. Un chantage, hein? Oui. Un chantage et une sottise à la fois, mais cette idée-là, elle est répandue dans tous les esprits. Il n'y a pas de guérison sans condamnation, sans reconnaissance du statut de victime. Bon, et bien juste après ce procès en appel, la victime, puisqu'il était victime à ce moment-là, s'est enchaîné au grille du tribunal pour dire « j'ai menti ». Mon grand-père ne m'a jamais rien fait, c'est mon père qui m'a... Bon, il y a eu une grève de la faim, enfin, il y a eu des choses... Je vous passe les détails, mais ça fait partie des rares exceptions d'un procès révisé par la Cour de cassation qui a abouti à l'acquittement définitif de Christian Iacono. Qui, entre-temps, avait fait de la prison, n'est-ce pas? Absolument, il avait fait de la prison, bien sûr. Il avait fait de la détention provisoire et un début de condamnation. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les dégâts intrafamiliaux sont réparés? Je ne le sais pas, je ne le pense pas, je pense que c'est irréparable. Mais en tout cas, mes confrères, experts, osent dire, et je vous assure que ça ne fait bondir personne, il ne pourra pas guérir sans être reconnu. Et l'autre, je passe immédiatement la parole, l'autre ânerie dans ce genre, dans les fausses allégations d'abus sexuels, dans des séparations parentales, etc.,
Parfois, l'instance pénale s'arrête parce qu'il n'y a rien. Mais l'expert psychologue désigné par le juge aux affaires familiales dit « Il est impossible que monsieur revoie sa fille ou son fils tant qu'il ne s'est pas excusé. » Mais le type est dans une injonction paradoxale parce qu'il nie. Alors par hypothèse, on peut penser qu'il nie parce qu'il n'a rien fait. Mais il devrait encore s'excuser. Mais on ne sait pas de quoi. Voilà. Donc il y a des lieux communs comme ça qui viennent émailler les expertises de mes collègues et qui imprègnent effectivement les magistrats. Imprègnent les magistrats et imprègnent certains avocats. Moi, je le dis très clairement, je défends encore une fois des victimes. Quand elles viennent me voir, c'est un marché que je passe avec elles. Je dis voilà, c'est un temps, vous êtes victime, c'est un temps, je le prends sur moi, ce temps que vous allez vivre, parce que c'est un temps judiciaire évidemment très pénible. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on dépose plainte pour une victime, c'est quand même très long et très pénible. J'ai des souvenirs de dossiers où ils sont entendus 10 fois, 12 fois, donc c'est quand même extrêmement pénible. Je dis voilà, je prends, on va aller jusqu'au tribunal, on va y arriver. Quand la porte du tribunal se referme, vous n'êtes plus une victime. Et c'est fini, on passe à autre chose, parce que vous avez effectivement un langage qui s'est institutionnalisé depuis des décennies, pseudo-psychologisant, qui consiste à dire « elle ne pourra plus vivre, elle n'aura pas de sexualité, elle ne pourra pas se reconstruire, elle est fichue, etc. » Mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille à l'audience devant une personne qui est victime ? Je trouve que ça relève vraiment de la torture et du mauvais cadeau qu'on fait. Pour avoir un résultat à l'instant T, c'est-à-dire effectivement tirer les larmes du juge éventuellement ou avoir une indemnisation correcte, on ne peut pas dire ça. Parce que c'est effectivement un moment, mais c'est pas la vie entière et on n'est pas stigmatisé à vie. Donc c'est important. Et j'ajoute que j'ai l'impression qu'on est en train de reculer, puisque vous parliez de vos travaux il y a 20 ans sur les allégations d'inceste dans le cadre des séparations. Vous avez vu là les nouvelles intentions du gouvernement et en particulier des députés. C'est que dès qu'un homme est mis en cause dans une affaire de séparation, s'il est mis en cause, on doit le retirer du circuit. Donc on n'avance pas. C'est-à-dire que les droits de la défense, je les vois fondre comme neige au soleil.